Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un grand merci pour votre retour sur la dernière vidéo sur l'endométriose. Ça me fait vraiment plaisir parce qu'elle m'a pris pas mal de temps de recherche pour vous proposer du contenu de qualité et surtout de pas vous dire n'importe quoi. Vous avez évidemment toute votre expérience avec vos symptômes, vos solutions, vos expériences avec les examens, avec les thérapeutes. Et comme on va le voir dans cette vidéo, l'endométriose est vraiment très variable et est propre à chacune. On pourrait même presque faire un cas clinique par femme tellement c'est variable. Pour ma part, je suis obligé de me cantonner à ce qui est écrit scientifiquement, même si j'ai mon avis avec mon cerveau et je pourrais faire des déductions et des suppositions. Dans mes vidéos, j'essaie d'être le plus factuel possible pour ne pas donner une opinion, mais des vrais faits scientifiques. Et je pense sincèrement que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, plutôt que de tous se laisser aller à notre opinion personnelle de ce qu'on a vécu et d'en faire une vérité générale. Mais si ça vous intéresse, je vous donnerai quand même mon avis personnel sur certains facteurs et certains éléments en fin de vidéo. Dans cette vidéo, qui est une deuxième partie de la vidéo de samedi dernier, donc n'hésitez pas à aller la voir, je me suis basé sur vos commentaires de la vidéo précédente pour pouvoir vous donner encore plus d'éléments, que ce soit pour vous éclairer vous, mais aussi pour que vous puissiez montrer cette vidéo autour de vous pour prouver que non, ce n'est pas dans votre tête, non, vous ne rêvez pas vos sensations, il s'agit bien d'une maladie chronique réelle. Dans cette vidéo, on va parler des lieux de l'endométriose, on va faire un parallèle avec l'adénomiose qu'on m'a énormément demandé, et je vais évoquer avec vous les solutions qui existent aujourd'hui, en tout cas dans la littérature scientifique. Et ce que je vous promets, c'est de me baser sur des faits réels, de ne pas vous vendre du rêve, de ne pas minimiser quelque chose qui est réel, mais aussi de ne pas dramatiser des cas isolés qui ne sont pas des faits généraux. Allez, je vous fais plus attendre, c'est parti. Donc déjà, petit rappel, l'endométriose, ce n'est pas juste l'utérus. Mais non, ce n'est pas non plus partout, chez tout le monde. On va remettre la carte du corps en ordre, mais avec des chiffres. Où peut se loger l'endométriose et à quelle fréquence? On regroupe souvent l'endométriose en trois formes. Péritonéale superficielle, endométriome ovarien, endométriose profonde qu'on appelle DIE. Déjà, les ovaires. Les ovaires sont un site très fréquent. Selon des synthèses, l'atteinte ovarienne concerne environ 17 à 44% des cas. C'est vraiment énorme. Et dans une grande série de chirurgies abdominopelviennes, l'ovaire était le site le plus souvent retrouvé. 67% des patientes opérées avaient des lésions ovariennes. 2 femmes sur 3. L'endométriose profonde ou DIE. DIE, ça veut dire Deep Infiltrating Endometriosis, donc infiltration profonde de l'endométriose. Dans une étude que j'ai trouvée, ils disent parmi les patientes atteintes, la forme profonde concernait environ 20% des cas. Dans une autre, et quand on regarde les localisations de la DIE en chirurgie, les endroits les plus fréquents sont le ligament utérosacré, 80%, donc quasiment tout, intestin, 30,6%, urtère, 15,5%, vagin, 13,2%, vessie, 1,3%. Ils disent bien que ces pourcentages concernent une cohorte de chirurgie de DIE, donc pas toutes les endométrioses, attention. Je vous donne mon avis sur tout ça à la fin. Et enfin, hors du pelvis. Dans une étude faite en avril 2025, donc très récente, au-delà du pelvis, ça existe, mais beaucoup plus rare. Par exemple, dans une très grande cohorte opérée, l'atteinte diaphragmatique était retrouvée chez environ 2,3% des patientes opérées pour endométriose. Et dans une autre, l'endométriose ombilicale est estimée autour de 0,5 à 1% de tous les cas. Donc ce qu'on voit en termes de localisation, c'est que c'est essentiellement en écrasante majorité dans le pelvis, donc dans le bassin, mais ça peut réellement arriver d'avoir des lésions au niveau du diaphragme, de l'abdomen, des poumons, etc. Plus on va monter et plus le pourcentage sera léger, mais ça existe. J'ai aussi des commentaires sur ça ressemble pas à du rouge, c'est plutôt blanchâtre, etc. Nous allons donc parler des différentes couleurs de l'endométriose. Pareil, une étude qui a été faite en 2025 est très claire là-dessus. Non, ce n'est pas toujours du sang. Les lésions peuvent avoir des aspects très différents. Noir, brun foncé, bleuté, les fameuses powder burn en colioscopie. Rouge, souvent plus inflammatoire et vascularisée. Blanche, plus fibreuse, cicatricielle. Parfois claire ou translucide, donc facile à rater. Et il n'existe pas de fréquence particulière, c'est-à-dire que ça va être en fonction de là où est la lésion, de l'évolution des choses et surtout de votre génétique, de votre corps. Troisième partie, et pas des moindres, on va faire le parallèle avec l'adénomiose. Celle-ci, vous me l'avez demandé. Donc, ça va être assez rapide et vous allez comprendre pourquoi. L'endométriose, comme on a dit, c'est du tissu qui ressemble un petit peu à l'endomètre qui va se diffuser hors de l'utérus.
comme on a vu, ovaires, les ligaments, le rectum, plus haut, etc. L'adénomiose, c'est la même chose, c'est du tissu qui va ressembler à de l'endomètre, mais dans l'utérus. C'est-à-dire que l'utérus, comme on peut le voir ici, on va avoir le tissu de l'endomètre à l'intérieur, et l'épaisse couche que vous voyez là, c'est le myomètre, donc c'est le muscle de l'utérus. Et donc vous allez retrouver du tissu endomètre-like dans le myomètre. Donc adénomiose, c'est dans l'utérus, endométriose, c'est hors de l'utérus. Ici, j'ai une étude qui nous dit, en IRM, un signe souvent utilisé pour l'adénomiose est l'épaississement de la zone jonctionnelle, typiquement supérieur à 1,2 cm. Mais ce critère n'est pas parfait tout seul. Évidemment, l'endométriose, c'est très complexe, donc la plupart du temps, on va analyser beaucoup de facteurs avant de se dire que c'est le cas. Une autre dit, eh oui, les deux peuvent coexister. Dans les patientes opérées pour endométriose, certaines revues citent environ 15 à 31% de coexistence avec adénomiose. Donc ça aussi, j'ai vu pas mal de commentaires disant on m'a dit que j'avais endométriose et adénomiose, ou on a déduit l'un puis l'autre, etc. Comme on peut le voir dans quelque chose qui est sourcé, on peut dire que dans 15 à 31% des cas, quand il y a l'un, il y a l'autre, ou quand il y a l'autre, il y a l'un. Mais encore une fois, je vous donne mon avis là-dessus en fin de vidéo. Ensuite, et enfin, beaucoup demandé les solutions. Et là, je ne vais pas vous vendre du rêve. Ce que je vais faire, pour ne pas déformer les paroles scientifiques, je vais vous citer toutes les études scientifiques que j'ai retrouvées, les plus récentes bien sûr. À ce jour, on n'a pas de pilule magique qui guérit définitivement. L'objectif, c'est contrôler la douleur, limiter l'activité, préserver la fertilité quand c'est un sujet et améliorer la qualité de vie. C'est plutôt bien résumé. Première intention, souvent, ça va être le traitement médical. Les traitements hormonaux, pilules en continu, progestatifs, DIU hormonales, sont des options de première ligne pour la douleur chez beaucoup de patientes. En deuxième ligne, on peut discuter les analogues antagonistes de la GnRH selon profil et effets secondaires. En deuxième, nous avons la chirurgie, seulement quand c'est indiqué. En cas de forme sévère, résistante ou atteinte d'organes, la chirurgie d'exérèse, donc de retirer la zone lésée, peut être discutée au centre entraîné. Mais ce n'est pas une garantie à vie. Ce n'est pas une garantie à vie. C'est important de l'entendre. Et enfin, point crucial à rappeler, très important, même une hystérectomie, donc une ablation de l'utérus, parfois même des ovaires, donc là on dit totale, ne garantit pas la disparition de l'endométriose. Les recommandations insistent. Ça ne guérit pas forcément les symptômes ni la maladie. Donc je fais pas souvent ça, là c'était la partie pédagogue, professionnel de la santé, mais je vais vous donner quand même mon avis personnel sur la question. Déjà, premièrement, on parle d'études scientifiques, donc il y a un échantillon de femmes qui ont été analysées. Déjà, il faut rentrer dans cet échantillon. Il faut avoir été diagnostiqué d'endométriose pour rentrer dans cet échantillon. Il faut que des femmes aient conscience qu'elles ont un problème à ce niveau-là. Donc tous les chiffres que je vous ai montrés dans cette vidéo, vous pouvez les gonfler. Pas énormément, je pense, on se rapproche plus ou moins de la vérité, mais je pense qu'on peut tous les gonfler puisqu'il existe encore aujourd'hui une errance scientifique sur le sujet. Ils sont en train de travailler dessus, c'est une chose, mais je pense qu'il existe encore beaucoup trop de cas où le monde médical et scientifique passe à côté. En fait, le souci, c'est que comme c'est une maladie assez anarchique, puisque elle a quand même un point central autour de l'utérus et du bassin, mais on peut retrouver des éléments dans d'autres parties du corps, d'autres organes, parfois profondément, parfois superficiellement, parfois noirs et douloureux, parfois translucides et insensibles. Donc, je pense que c'est compliqué, déjà pour nous aussi à comprendre et à essayer de trouver des solutions, sachant que entre une femme et une autre, les solutions ne seront pas les mêmes, les examens ne seront pas les mêmes, les sensations ne seront pas les mêmes, donc c'est assez difficile. Donc imaginez que si pour vous c'est difficile, entendez que pour le monde scientifique qui font des recherches dessus pour essayer de comprendre, parce que eux ils essaient d'être factuels, l'origine du problème, comment ça se diffuse, comment ça évolue, quelles sont les solutions qui existent, avant de mettre un mot véridique, tamponné en disant ça c'est la vérité, et ben il faut beaucoup de temps, beaucoup de temps. Donc je peux comprendre cette frustration. Pour ma part, mon avis est que ça arrive bien trop tard. Effectivement, les maladies autour de la sexualité masculine sont beaucoup plus avancées depuis beaucoup trop de temps par rapport aux maladies féminines. Et même si je peux comprendre certaines frustrations et certains énervements dans les commentaires, pas contre moi, mais par rapport à l'évolution sur ce sujet, je pense quand même qu'on est dans une meilleure ère et que les choses vont quand même dans le bon sens à ce niveau-là.
Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Je me ferai un plaisir de répondre à un maximum de commentaires. Vous avez pu le voir, je réponds à quasiment tout le monde. Encore merci pour vos retours. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la partager et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!